Nous nous sommes rencontrés en Alaska, c'était bien, puis il est rentré et a envoyé des drones sur Kiev. J'ai dit que je croyais à une bonne rencontre. Trump vient de lâcher une nouvelle cauchemardesque pour Poutine. Vous voyez, il y a une chose dont Poutine a peur. Cette guerre qui revient en Russie, et les élites russes découvrent à quel point l'armée se débrouille mal sur les lignes de front. Eh bien, le président Trump vient de rendre cela réel avec sa nouvelle annonce. Les États-Unis aideront désormais l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles. Cela va poser un énorme problème à l'industrie pétrolière russe, qui est déjà en difficulté à cause des sanctions ukrainiennes. Autrement dit, les drones ukrainiens. Mais vous voyez, les drones causent des dégâts. Mais les missiles, eux, anéantissent tout à l'intérieur. Bien sûr, le Kremlin n'est pas content. Alors il réveille dans Medvedev et le prépare à envoyer un tweet furieux. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose que la Russie puisse faire, à part faire du chantage au reste du monde. Poutine attaque Tchernobyl et des sites nucléaires, avertissant le monde. Eh, je suis fou. Ne me cherchez pas. Il sait qu'on ne peut pas gagner la guerre sur le champ de bataille, alors il fait ce que tout dirigeant désespéré fait. Il agit comme un fou. Eh bien, dans cette vidéo, passons tout cela en revue. Commençons, bien sûr, par pourquoi le président Trump a-t-il pris cette décision? Et pourquoi l'a-t-il prise maintenant? Pour cela, nous devons revenir quelques jours en arrière, car il a prononcé un discours hier, et cela nous donne beaucoup d'indices. Alors écoutons. Nous avons été un peu menacés par la Russie récemment et j'ai envoyé un sous-marin nucléaire, l'arme la plus létale jamais créée. J'ai annoncé cela, vous savez, en me basant sur sa mention du nucléaire, et c'était vraiment une personne stupide qui travaille pour lui qui a prononcé le mot nucléaire. J'ai déplacé un sous-marin ou deux, je ne dirai rien sur les deux, vers la côte de la Russie. Juste par précaution, parce qu'on ne peut pas laisser les gens utiliser ce mot à la légère. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà deviné, cette personne folle à laquelle le président Trump fait référence est Dmitri Medvedev, ancien président de la Russie et actuel chef du Conseil de sécurité russe. En plus de cela, il a aussi un autre honneur en Russie. Il est le plus grand acheteur de vodka russe. C'est une histoire vraie. Maintenant, si Poutine veut survivre à cette guerre, il devra peut-être interdire à Medvedev de tweeter, parce qu'une fois de plus, Dmitri Medvedev a répondu au président Trump. Et je ne pense pas que ce qu'il dit va aider la Russie, bien au contraire. Nouvel épisode de la série Sous-marin nucléaire pour post sur X. Trump a de nouveau évoqué les sous-marins qu'il aurait soi-disant envoyés au large des côtes russes, en insistant sur le fait qu'ils sont très bien cachés. Comme le dit le proverbe, il est difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout s'il n'y est pas. Maintenant, peut-être que le chef du Conseil de sécurité russe ne devrait pas plaisanter au sujet des sous-marins nucléaires. Pendant ce temps, un sous-marin russe fuit au large des côtes espagnoles. Nous avons parlé de cela il y a à peine un jour, et maintenant ce sous-marin est en surface et cherche un remorqueur pour Kaliningrad afin de pouvoir être réparé. Comme tout en Russie, le sous-marin tombe en panne sous les yeux de tout le monde. Bref, je m'égare. Je ne pense pas que le commentaire de Medvedev ait eu quoi que ce soit à voir avec ce que le président Trump a fait ensuite. Mais ça me rend heureux de savoir que Medvedev est probablement encore très en colère. C'était la grande annonce qui est tombée hier soir. Les États-Unis vont fournir à l'Ukraine des renseignements pour que ces missiles frappent en profondeur à l'intérieur de la Russie. Ça va être énorme parce que, comme vous le savez, les drones ukrainiens frappent déjà les raffineries russes. Mais les missiles vont changer la donne. Nous verrons bientôt les différences. Mais d'abord, voyons pourquoi le président Trump a agi ainsi. C'est parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est une grande nouvelle, et c'est la première fois que les États-Unis le font réellement. Et en fait, les États-Unis ne seront pas seuls. Les responsables américains poussent en réalité d'autres pays de l'OTAN à fournir des soutiens similaires. Les services de renseignement américains sont les meilleurs, peu importe ce qu'en pensent les autres. Mais cela envoie par chez moi tout de même un message fort à la Russie si toute l'OTAN aide l'Ukraine. Maintenant, un autre point important à noter ici est que cette information vient tout juste d'arriver. Une semaine après l'annonce officieuse du retrait des États-Unis des négociations avec la Russie. C'est parce que la Russie ne négociait pas vraiment. Il n'y avait aucun progrès ni aucun accord venant du côté russe. Ils n'étaient prêts à accepter rien d'autre qu'une reddition complète de l'Ukraine. S'ils voulaient discuter, ils exigeaient que Zelensky vienne à Moscou. Ce n'était pas de vraies négociations, seulement des tactiques de retardement, d'où le retrait des États-Unis. Et maintenant,
le président Trump prend une autre direction. Une direction qui va coûter très cher à Poutine et à tous les oligarques qui possèdent des raffineries de pétrole. Cette décision tombe aussi à un très mauvais moment pour l'armée russe. Parce que, regardez ce graphique. Le mois dernier a en fait été l'un des pires mois pour la Russie en termes de gains réalisés sur les lignes de front. Maintenant, bien sûr, je tiens à préciser que ce ralentissement ne signifie pas que l'armée russe est à l'arrêt. Il continue de gagner du terrain, mais ce n'est pas beaucoup. Et c'est encore pire si l'on considère combien ils perdent, des milliers et des milliers de personnes chaque jour. Je ne veux pas dire que nous gagnons de l'argent, ni que je veux profiter d'une guerre. C'est trop de gens qui meurent, ils perdent 7000 soldats par semaine. Beaucoup d'entre eux sont des soldats russes, mais entre les deux pays, ce sont surtout des soldats. D'ailleurs, parfois, vous savez, à Kiev, ils lancent un missile ou des drones et tuent quelques personnes, mais ce sont surtout des soldats. La Russie et l'Ukraine perdent 7000 âmes, et vous savez, ce ne sont pas Américains, ce ne sont pas nous, ce n'est pas vous. Nous avons une obligation particulière. Ce sont de jeunes soldats qui quittent leurs parents, leur font un signe d'adieu, puis sont tués 2 jours plus tard. Maintenant, l'une des raisons pour lesquelles les avancées de la Russie ralentissent, c'est qu'ils ont en quelque sorte une crise de recrutement. Qui aurait deviné qu'un jeune russe ne voudrait pas s'engager pour servir de chair à canon sur la ligne de front? Mais c'est généralement là que la Russie augmente simplement les primes qu'elle offre à toute personne souhaitant signer un nouveau contrat. Mais le problème ici, c'est que le solde bancaire de Poutine commence à être un peu bas. Les frappes de drones ukrainiens sur les raffineries russes ont encore aggravé la situation. Eh bien, devinez, les missiles longue portée sont sur le point de détruire toute l'industrie pétrolière. Maintenant, c'est là que je veux un peu expliquer pourquoi les missiles sont si importants. Parce que je suis sûr que certains d'entre vous se posent la question. Chaque jour, nous voyons des images et vidéos de raffineries russes en feu. Donc l'Ukraine les frappe déjà. Alors pourquoi les missiles sont-ils si importants? Vous voyez, jusqu'à présent, l'Ukraine a utilisé des drones avec des ogives qui pénètrent dans ses raffineries. Ils causent des dégâts. Mais ce n'est pas énorme. Un drone qui frappe une raffinerie, c'est comme jeter un caillou dans le radiateur d'une voiture. Les dégâts, ils sont pas en réel, mais ils peuvent être réparés en quelques semaines, peut-être quelques mois. Maintenant, bien sûr, si l'Ukraine continue de faire cela pendant des mois, la Russie va rencontrer un autre problème, et c'est celui de l'équipement. Ces raffineries ont été construites avec des équipements d'entreprises occidentales, auxquels la Russie n'a pas accès. Donc si l'Ukraine continue de frapper les raffineries encore et encore, la Russie va manquer de pièces pour réparer la raffinerie. C'est un gros problème, mais cela prendra du temps. Mais frapper une raffinerie avec un missile, c'est comme donner un coup de masse au moteur de car. Cela va prendre énormément de temps à réparer. Et un autre aspect concerne le rayon d'action des missiles. Le rayon d'impact d'un missile est bien plus grand que celui d'un drone. Ainsi, l'Ukraine peut, en une frappe, détruire plusieurs composants clés d'une raffinerie, dont la réparation prend beaucoup de temps. Ou parfois, ils devront peut-être reconstruire toute la raffinerie, ce qui peut prendre des mois, voire des années. Et si l'Ukraine continue de frapper les raffineries, avec des missiles, cela envoie un message clair au Kremlin. Cette guerre est désormais chez eux, et Poutine ne peut rien y changer. En parlant de Poutine pouvant agir, c'est la partie la plus drôle. Juste hier, la Russie a introduit une nouvelle innovation pour protéger ses raffineries contre les drones ukrainiens. Laissez-moi vous montrer l'innovation, et ensuite je vous dirai où est la blague. Ces cages de protection peuvent arrêter un drone, mais elles n'arrêteront pas un missile longue portée. C'est drôle au niveau du timing, car hier on a vu pour la première fois un extrait montrant la Russie utilisant ces techniques pour protéger les raffineries. Et la même nuit, on a l'annonce de la Maison Blanche disant « Hé, nous allons aider l'Ukraine à utiliser des missiles ». Maintenant, c'est une grande nouvelle. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le rapport vient juste de tomber il y a 1 heure, et on sait ce qui va se passer. La Russie est sur le point de passer à la vitesse supérieure dans sa guerre de l'information. La machine de propagande russe va se mettre en marche à plein régime. En enregistrant ceci mercredi soir, Tucker Carlson est actuellement en direct avec Jeffrey Sachs qui prédit que cela nous mènera à la 3e guerre mondiale. C'est le même Jeffrey Sachs qui d'ailleurs avait annoncé que la Russie n'envahirait jamais l'Ukraine.
Il avait prédit cela alors que l'armée russe était aux frontières de l'Ukraine et que 10 000 soldats attendaient les ordres pour entrer. Et il disait « La Russie ne fera jamais quelque chose d'aussi stupide. Maintenant, le même gars dit au monde « Eh, nous ne voulons pas nous battre contre la Russie. » N'oublions pas Tucker Carlson qui affirmait il y a peu « Si nous attaquons l'Iran, cela mènera à la 3e guerre mondiale. » Alors faites attention en écoutant toutes ces personnes, car elles ne vous disent pas la vérité. Ils ne font que promouvoir le discours pour lequel ils sont payés. Ce n'est pas juste un désaccord personnel avec eux. Parce qu'une bonne façon de savoir si quelqu'un ne fait que promouvoir un discours ou s'il réfléchit vraiment de manière critique, c'est de lui poser une question simple. Peux-tu dire quelque chose de négatif sur ton camp ? Tout le monde le fait. Mais les gens qui soutiennent la Russie semblent toujours penser que la Russie n'a rien fait de répréhensible. Tous ces pays qui rejoignent l'OTAN, eh bien ce n'est pas du tout la faute de la Russie, c'est entièrement la faute de l'OTAN, parce que les petites nations veulent tellement rejoindre l'OTAN. Ce n'est pas comme si la Russie avait été un agresseur pendant des siècles et des siècles, mais bon, je m'éloigne encore du sujet. Je veux aborder un point important, que le Kremlin va sûrement mettre en avant, comme il l'a fait l'an dernier. En novembre dernier, lorsque le président Biden a approuvé des frappes américaines à longue portée, ce n'était pas en Russie, mais dans les territoires occupés par la Russie comme la Crimée, Donetsk, Luhansk, etc. Eh bien, écoutez vous-même ce que Poutine a dit à l'époque. On observe ici une tentative de substitution des notions. Parce qu'il ne s'agit pas de savoir si le régime de Kiev est autorisé ou non à frapper des cibles sur le territoire russe. Il effectue déjà des frappes à l'aide de véhicules aériens sans pilote et d'autres moyens. Mais utiliser des armes de précision occidentales à longue portée, c'est une toute autre histoire. Le fait est que je l'ai mentionné, et tout expert, que ce soit dans notre pays ou en Occident, le confirmera. L'armée ukrainienne ne sait pas utiliser les systèmes avancés, précis et longue portée donnés par l'Occident. Impossible d'utiliser ces armes sans les données satellites que l'Ukraine n'a pas. Cela n'est possible qu'avec les satellites de l'Union européenne, américains ou de l'OTAN. C'est le premier point. Le deuxième point, peut-être le plus important. L'essentiel est que seuls les militaires de l'OTAN peuvent assigner des missions de vol à ces systèmes de missiles. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas. Il ne s'agit donc pas d'autoriser le régime ukrainien à frapper la Russie avec ses armes. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN s'impliquent directement dans le conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela signifiera rien de moins qu'une implication directe. Cela signifiera que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens sont parties prenantes à la guerre en Ukraine. Cela signifiera leur implication directe dans le conflit et cela changera clairement de façon radicale l'essence même, la nature même du conflit. Cela voudra dire que l'OTAN, les États-Unis et l'Europe seront en guerre contre la Russie. Si c'est le cas, en gardant à l'esprit le changement dans l'essence du conflit. Nous prendrons les décisions appropriées en réponse aux menaces qui seront posées contre nous. En novembre, Poutine affirmait qu'une approbation américaine des frappes sur le territoire russe équivaudrait à une guerre entre les États-Unis et la Russie. Les pays occidentaux sont en guerre contre la Russie, mais cela n'a finalement rien donné. C'était simplement une tactique de pression pour empêcher les alliés de l'Ukraine d'aider l'Ukraine. Et Vladimir Poutine sait que cela fonctionne parce qu'au final, nous aurions dû donner à l'Ukraine tout ce dont elle avait besoin dès le début. Mais à cause de la rhétorique russe, nous continuons à retarder la décision. Et lorsque nous prenons enfin la décision, nous nous en rendons compte. Pendant tout ce temps, la Russie ne faisait que bluffer. Et la Russie continuera de bluffer parce que ça fonctionne. Le pire, c'est l'hypocrisie. Pendant que Poutine affirme que la présence de soldats occidentaux aidant l'Ukraine avec les missiles signifierait une guerre avec la Russie, Poutine confie des missiles nord-coréens à des soldats nord-coréens, qui entrent en Ukraine et détruisent des églises, maisons et centres commerciaux ukrainiens. Nous le savons, parce que l'Ukraine a riposté contre l'un de ces centres de missiles et nous avons vu des Nord-Coréens mourir. Les mêmes Nord-Coréens qui ont été renvoyés en Corée du Nord, où Kim Jong-un faisait ce segment de propagande à la télévision où il pleurait, versant des larmes de crocodile parce que des Nord-Coréens ont été tués en Ukraine. Alors, faites attention à toute propagande que vous verrez dans les prochains jours. Comment la Russie est maintenant en guerre avec les États-Unis à cause de ce que le président Trump vient d'approuver. Poutine ne veut pas la paix, mais l'Ukraine. Et tant qu'on ne lui montre pas que c'est impossible, il persistera. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Nous visons 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année. À bientôt les gars.